La Coupe du Monde 2026 arrive à grands pas et avec 48 équipes qualifiées, cette édition sera tout simplement la plus grande de l'histoire. Donc aujourd'hui, on va passer en revue toutes les nations qualifiées, groupe par groupe, en découvrant une anecdote sur chacune d'entre elles. Des histoires complètement folles autour de certains maillots, des malédictions absurdes qui durent depuis des décennies, des religions créées en l'honneur de certains joueurs ou encore des affaires de corruption qui sont parfois remontées jusqu'aux plus hautes sphères de certains États. Et avec 48 équipes qualifiées, ça fait forcément 48 histoires complètement différentes. Alors on commence tout de suite avec le groupe A et la Première Nation. Le Mexique va organiser la Coupe du Monde pour la troisième fois de son histoire, après 1970 et 1986. Un record absolu. Aucun autre pays n'a accueilli autant de mondiaux. Mais cette édition 2026 provoque déjà énormément de tensions dans le pays. Début mai, la fédération mexicaine a même menacé d'exclure certains joueurs de la liste finale s'ils ne rejoignaient pas immédiatement le rassemblement du sélectionneur Javier Aguirre. Une décision qui a créé plusieurs conflits avec certains clubs mexicains en plein sprint final de la saison. Et les tensions dépassent même le football. Le gouvernement mexicain a aussi envisagé d'avancer la fin de l'année scolaire à cause, officiellement, de vagues de chaleur attendues dans plusieurs États du pays, mais aussi et surtout pour des raisons de sécurité et d'organisation autour de la compétition. Autrement dit, avant même le début du tournoi, cette Coupe du Monde est déjà en train de bouleverser le pays. L'Afrique du Sud va disputer sa première Coupe du Monde depuis celle organisée à domicile en 2010. Et cette édition 2010 avait marqué beaucoup de gens pour une raison bien particulière, l'hymne national des Sud-Africains. Parce que l'hymne sud-africain est chanté en 5 langues différentes, un symbole très fort pour un pays marqué pendant des décennies par l'apartheid et les divisions entre communautés. Au lieu de créer un nouvel hymne après la fin du régime, l'Afrique du Sud a décidé de fusionner deux anciens chants très importants dans l'histoire du pays pour essayer de représenter toutes les populations. Le résultat, c'est l'un des hymnes les plus uniques au monde. Et pendant la Coupe du Monde 2010, le gouvernement avait même distribué des CD et des MP3 pour aider les Sud-Africains à apprendre toutes les paroles. La Corée du Sud va disputer sa 11e Coupe du Monde consécutive, mais forcément, quand on parle des Sud-Coréens au mondial, impossible de ne pas penser à l'édition 2002. Une Coupe du Monde très particulière, organisée conjointement par la Corée du Sud et le Japon dans 20 villes et 20 stades différents. Et surtout, le meilleur parcours de l'histoire du pays. Cette année-là, la Corée du Sud avait battu le Portugal en phase de groupe, puis l'Italie en 8e et l'Espagne en quart de finale pour atteindre les demi-finales. Mais ce parcours reste encore aujourd'hui extrêmement controversé. Face à l'Italie, Totti avait notamment reçu un carton rouge très contesté. Puis, contre l'Espagne, les Espagnols s'étaient vu refuser plusieurs buts, dont un but en or qui aurait pu qualifier la Roja. Et encore aujourd'hui, beaucoup considèrent ce parcours comme l'un des plus gros scandales d'arbitrage de l'histoire de la Coupe du Monde. La Tchéquie s'est qualifiée pour sa première Coupe du Monde depuis 2006. Mais autour de cette sélection, une question revient souvent. Est-ce qu'on doit dire Tchéquie ou République tchèque? Et en réalité, les deux sont corrects. Pendant longtemps, le pays utilisait surtout la forme longue, République tchèque. Mais le 14 avril 2016, les dirigeants du pays ont officiellement adopté la forme courte, Tchéquie, pour faciliter l'identification du pays à l'étranger, un peu comme France au lieu de République française. Depuis, les deux noms coexistent officiellement, même si beaucoup continuent encore aujourd'hui à utiliser République tchèque par habitude. Le Canada s'apprête à disputer la troisième Coupe du Monde de son histoire, mais jusqu'ici, les Canadiens détiennent surtout un record dont ils se passeraient bien. Avec le Salvador, le Canada est la sélection ayant disputé le plus de matchs en Coupe du Monde en les ayant tous perdus. 6 matchs, 6 défaites. Et l'occasion de faire mieux cette année à domicile. La Bosnie va disputer seulement la deuxième Coupe du Monde de son histoire, après 2014. Et pendant longtemps, le pays possédait une particularité assez unique. Son hymne national n'avait pas de paroles. Après la guerre et les énormes divisions entre bosniaques, serbes et croates, aucun texte ne faisait réellement consensus politiquement. Résultat, avant les matchs, seule une version instrumentale était jouée. Et pendant certaines rencontres internationales, les joueurs restaient simplement alignés en silence pendant que le stade entendait uniquement la musique. Des paroles officielles ont bien été proposées en 2009, mais encore aujourd'hui, une partie du pays refuse toujours de vraiment les utiliser. Le Qatar est situé en Asie et participe normalement aux compétitions de la Confédération asiatique.
D'ailleurs, les Qataris ont remporté la Coupe d'Asie à 2 reprises, en 2019 puis en 2023. Mais ce qui est assez particulier, c'est que le pays a aussi participé à plusieurs compétitions dans d'autres continents. En 2019, le Qatar avait été invité à jouer la Copa América en Amérique du Sud. Puis il a aussi participé à la Gold Cup nord-américaine en 2021 et 2023. La raison est assez simple. Le Qatar cherchait à faire progresser sa sélection avant la Coupe du Monde 2022 en affrontant les équipes de niveau et de styles différents, et les résultats ont parfois été surprenants. Lors de la Gold Cup 2021, les Qataris avaient même atteint les demi-finales après avoir terminé premier de leur groupe devant le Panama et le Honduras. Ils avaient finalement été éliminés par les États-Unis. La Suisse est un pays assez unique en Europe, puisqu'il possède 4 langues nationales, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Du coup, une question revient souvent. Quelle langue parlent les joueurs suisses dans le vestiaire? Et la réponse est un mélange de plusieurs langues. Pendant des années, certains joueurs francophones avouaient même ne pas totalement comprendre les consignes du sélectionneur quand elles étaient données en allemand. L'ancien international Fabio Celestini avait par exemple expliqué qu'il comprenait surtout le ton de la voix et le langage corporel du coach pendant les causeries. Aujourd'hui encore, la majorité du groupe parle en allemand, mais beaucoup de joueurs jonglent constamment entre allemand, français, italien ou anglais pour réussir à communiquer entre eux. Le célèbre maillot jaune du Brésil n'a pas toujours existé. Avant 1954, la sélection brésilienne jouait principalement en blanc, mais un événement durant la Coupe du Monde 1950 a tout changé. Le Brésil organise le tournoi à domicile et n'a besoin que d'un match nul contre l'Uruguay pour devenir champion du monde devant près de 200 000 personnes au Maracana. Sauf que l'Uruguay gagne 2-1. Le choc est immense dans le pays et le maillot blanc est alors accusé de porter malheur. Le Brésil décide donc de changer complètement l'identité visuelle de la sélection. Un grand concours national est lancé avec une seule obligation, le nouveau maillot doit contenir les 4 couleurs du drapeau brésilien. Et c'est comme ça qu'est né le célèbre maillot jaune avec short bleu qu'on connaît aujourd'hui. Lors de la Coupe du Monde 2022, le Maroc possédait la sélection avec le plus de joueurs nés à l'étranger. Sur les 26 joueurs convoqués, 14 n'étaient pas nés au Maroc. On retrouvait notamment 4 joueurs nés en Belgique, 4 aux Pays-Bas, 2 en France, 2 en Espagne, 1 en Italie et 1 au Canada. Un phénomène qui s'explique par l'immense diaspora marocaine présente en Europe depuis plusieurs décennies. Haïti possède une histoire assez folle liée à la Coupe du Monde 1974. Lors de son tout premier mondial, la sélection haïtienne affronte l'Italie de Dino Zoff. Et à ce moment-là, le gardien italien est sur une série complètement mythique. Il n'a plus encaissé le moindre but depuis plus de 1100 minutes avec sa sélection. Le record semble presque impossible à battre. Puis Haïti engage en seconde période, le ballon arrive sur Emmanuel Sanon, l'attaquant part dans le dos de la défense et marque. Haïti devient alors la sélection qui met fin à l'une des plus longues séries d'invincibilité de l'histoire du football international, mais perdra tout de même le match 3-1. L'Écosse s'est qualifiée pour sa première Coupe du Monde depuis 1998. Et pourtant, l'histoire des Écossais dans les grandes compétitions est assez terrible. Pour l'instant, l'Écosse a participé à 8 Coupes du Monde dans son histoire, mais elle a toujours été éliminée dès le premier tour. Ce qui fait d'elle la sélection ayant participé le plus de fois à une Coupe du Monde sans jamais réussir à dépasser la phase de groupe. Et le plus fou, c'est que cette sorte de malédiction existe aussi à l'Euro. L'Écosse s'est qualifiée à 4 championnats d'Europe, et là encore, elle n'a jamais réussi à passer le premier tour. Les États-Unis ont longtemps eu une situation assez unique dans le football mondial. Après avoir organisé la Coupe du Monde 1994, le pays promet de développer un vrai championnat professionnel, la MLS. Le problème, c'est qu'au lancement de la Ligue en 1996, le football reste un sport très minoritaire aux États-Unis. La MLS est fragile financièrement, les stades sont souvent à moitié vides et plusieurs clubs risquent déjà de disparaître. Pour éviter l'échec du championnat, beaucoup d'internationaux américains signent alors directement en MLS, dans un système où la Ligue contrôle elle-même les contrats des joueurs. L'objectif est simple, garder les meilleurs joueurs du pays aux États-Unis pour rendre le championnat crédible auprès du public américain. Et ce qui est fou, c'est que malgré une ligue encore très jeune, les États-Unis réussiront quand même à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde en 2002. En Amérique du Sud, la majorité des sélections parlent espagnol. Donc, pendant un match, si des joueurs veulent communiquer discrètement sur le terrain, c'est assez compliqué. Mais le Paraguay possède une solution assez unique. Dans le pays, une immense partie de la population parle le guarani, une langue indigène héritée du peuple guarani,
présente bien avant l'arrivée des Espagnols. Aujourd'hui encore, près de 90% des Paraguayens comprennent ou parlent le guarani, ce qui est extrêmement rare pour une langue autochtone en Amérique du Sud. L'Australie possède une particularité unique dans l'histoire du football. C'est la seule sélection au monde à avoir remporté 2 compétitions continentales différentes. D'abord la Coupe d'Océanie avec la Confédération océanienne à 4 reprises. Puis en 2006, il décide de rejoindre la Confédération asiatique, jugeant que le niveau en Océanie n'était pas assez élevé, et finissent par remporter la Coupe d'Asie des Nations à domicile en 2015. L'équipe nationale turque est surnommée les Étoiles et Croissants, un surnom directement lié au drapeau de la Turquie où l'on retrouve un croissant blanc et une étoile sur fond rouge. Selon une des légendes les plus connues du pays, ce symbole serait apparu après une bataille de l'Empire ottoman. La nuit suivante, le reflet de la lune et d'une étoile se serait affiché dans une mare de sang sur le champ de bataille. Le croissant et l'étoile deviennent ensuite progressivement l'un des symboles les plus importants de la Turquie, au point de donner aujourd'hui son surnom à la sélection nationale. L'équipe d'Allemagne possède un surnom très célèbre dans le football, la Mannschaft. Le problème, c'est que ce surnom est surtout utilisé en dehors de l'Allemagne. Parce qu'en allemand, Mannschaft veut simplement dire l'équipe. Voyant que ce surnom devenait ultra populaire dans le monde, la fédération allemande a tenté de l'imposer officiellement à partir de 2015. Sauf que beaucoup d'Allemands ont trouvé ça extrêmement prétentieux. Pour eux, appeler simplement leur sélection l'équipe donnait l'impression qu'elle était plus importante que les autres sports, les autres sélections ou même le football féminin. Résultat, depuis la Coupe du Monde 2022, la fédération allemande a quasiment abandonné l'idée. Donc, aujourd'hui encore, le monde entier continue de dire la Mannschaft, mais en Allemagne, ce n'est presque jamais le terme utilisé. Curaçao va disputer la première Coupe du Monde de son histoire. Mais ce qui est assez fou, c'est que dans la dernière sélection avant le mondial, un seul joueur était réellement né à Curaçao, Tai Chong. La majorité des autres joueurs étaient nés aux Pays-Bas. Et ça s'explique par les liens extrêmement forts entre Curaçao et le territoire néerlandais. L'île fait partie du royaume des Pays-Bas et depuis des décennies, énormément d'habitants émigrent vers l'Europe. Aujourd'hui, on estime même qu'il y a environ 100 000 personnes originaires de Curaçao vivant aux Pays-Bas, soit presque autant que la population totale de l'île elle-même, 150 000 habitants. Malgré des générations remplies de stars, la Côte d'Ivoire ne va disputer que sa 4e Coupe du Monde en 2026. Et surtout, les éléphants n'ont encore jamais réussi à dépasser la phase de groupe. Mais pendant les qualifications au Mondial 2026, les Ivoiriens ont réalisé quelque chose d'assez exceptionnel. Ils ont terminé premiers de leur groupe sans encaisser le moindre but en 10 matchs. Et en réalité, cette solidité défensive est presque une tradition dans l'histoire de la sélection. En 92, la Côte d'Ivoire est devenue la seule équipe de l'histoire à remporter une CAN sans encaisser le moindre but. Puis en 2012, les Ivoiriens ont de nouveau traversé toute la compétition sans prendre de but, avant de perdre cette fois la finale au tir au but contre la Zambie. L'équipe nationale d'Équateur possède un surnom assez improbable, la banane mécanique. Et ce surnom n'a pas été choisi au hasard. D'abord parce que l'Équateur est l'un des plus gros exportateurs de bananes au monde. La banane est tellement importante dans le pays qu'elle est devenue un vrai symbole national. Et le terme mécanique, lui, fait référence à la célèbre Orange Mécanique, surnom de l'équipe des Pays-Bas des années 70. Quand l'Équateur commence à devenir une sélection beaucoup plus forte et spectaculaire dans les années 2000, certains médias surnomment alors l'équipe la banane mécanique. On a tous le célèbre maillot orange des Pays-Bas en tête, et beaucoup savent déjà que cette couleur, utilisée par les sélections néerlandaises dans quasiment tous les sports, vient de Guillaume d'Orange-Nassau. Mais très peu de gens savent pourquoi il avait lui-même orange dans son nom. Et en réalité, ça vient de la ville d'Orange située dans le sud de la France. Au XVIe siècle, Guillaume hérite de la principauté d'Orange, ce qui lui donne le titre de prince d'Orange. Quelques années plus tard, il devient l'un des grands symboles de l'indépendance des Pays-Bas face à l'Espagne. Résultat, le orange devient progressivement la couleur nationale du pays, alors qu'il n'y a même pas de orange sur le drapeau néerlandais, à cause de cette ville française. Aujourd'hui, tout le monde associe le Japon au maillot bleu et à son surnom, les samouraïs bleus. Mais à l'origine, ce n'était pas du tout la couleur principale de la sélection. La première utilisation du bleu remonte à 1930 lors des Jeux d'Extrême-Orient organisés à Tokyo. À l'époque, l'équipe représentant le Japon portait un maillot bleu ciel inspiré de l'université de Tokyo. Avec les années, cette couleur devient progressivement l'identité de la sélection. Mais à la fin des années 80, le Japon tente un changement et adopte un maillot rouge, plus proche des couleurs du drapeau national. Le problème, c'est que cette période tourne au fiasco sportif.
Le Japon rate la Coupe du Monde 90, puis les Jeux Olympiques 92. La sélection décide alors de revenir au bleu et quelques mois plus tard, elle remporte la Coupe d'Asie 92. Depuis, impossible de dissocier le Japon de cette couleur. La Suède a possédé pendant très longtemps l'une des traditions sportives les plus particulières d'Europe. Pendant longtemps, il était assez fréquent que des footballeurs professionnels pratiquent aussi un autre sport à haut niveau en parallèle. Dans les années 50 et 60, plusieurs internationaux suédois jouaient aussi au hockey sur glace, au bandy, une sorte de mélange entre hockey et football joué sur un immense terrain glacé, ou encore à l'athlétisme en salle pendant l'hiver. Le climat et la culture sportive du pays faisaient que beaucoup d'athlètes changeaient littéralement de sport selon les saisons, l'hiver pour les sports de glace, l'été pour le football. L'équipe nationale tunisienne est surnommée les Aigles de Carthage, un surnom directement lié à l'histoire antique du pays. Carthage était une immense civilisation située sur le territoire de l'actuelle Tunisie, connue notamment pour avoir rivalisé avec l'Empire romain il y a plus de 2000 ans. Et l'aigle, lui, représente la puissance, la fierté et la domination dans de nombreuses cultures méditerranéennes et arabes. Entre 2018 et 2021, la Belgique a terminé numéro 1 du classement FIFA pendant 4 années de suite. Un classement qui a d'ailleurs beaucoup fait réagir, parce que les Belges n'ont jamais remporté ni Coupe du Monde, ni Euro durant cette période. Mais en réalité, le classement FIFA ne récompense pas uniquement les trophées. Les matchs officiels, comme les qualifications à l'Euro ou à la Coupe du Monde, rapportent énormément de points. Et justement, la Belgique était presque injouable dans ces compétitions. Les Diables Rouges enchaînaient les victoires contre les sélections bien classées, ce qui faisait exploser leur total de points. Et surtout, les Belges ont réalisé une série complètement folle. Ils n'ont plus perdu le moindre match de qualification pour l'Euro ou la Coupe du Monde depuis juin 2015. Plus de 10 ans sans défaite dans des matchs de qualification. L'Égypte possède une histoire assez unique dans le football africain. C'est la toute première sélection africaine de l'histoire à avoir participé à une Coupe du Monde. Les Égyptiens disputent le mondial 1934 en Italie, à une époque où très peu de pays africains existaient encore réellement sous leur forme actuelle, puisqu'une grande partie du continent était encore composée de colonies. L'Iran a disputé l'un des matchs les plus politiques de l'histoire de la Coupe du Monde. En 1998, les Iraniens affrontent les États-Unis au mondial en France. Et à l'époque, les relations entre les deux pays étaient déjà extrêmement tendues depuis des années après la révolution iranienne de 1979. Avant le coup d'envoi, les joueurs iraniens offrent même des fleurs blanches aux Américains comme symbole de paix, et les deux équipes posent ensemble pour une photo. Puis l'Iran gagne 2-1, et ce succès devient historique. C'est la toute première victoire de l'Iran en Coupe du Monde. Lors du mondial 2010, une seule équipe a terminé invaincue lors de la compétition. Et non, ce n'est pas l'Espagne, pourtant vainqueur final, mais ce sont bien les Néo-Zélandais. 3 matchs nuls, mais une élimination dès les phases de groupe. Lors de la Coupe du Monde 2018, l'Espagne s'est retrouvée au centre d'une polémique complètement improbable, à cause de son maillot. À première vue, rien de spécial, un maillot rouge avec quelques motifs bleus inspirés du modèle porté pendant le mondial 94. Sauf qu'avec l'effet visuel entre le rouge et le bleu, une bande violette apparaissait au milieu du maillot. Et ça a immédiatement créé une énorme polémique politique dans le pays. Parce que le violet est historiquement associé au drapeau de la Seconde République espagnole, devenu un symbole utilisé par une grande partie de la gauche espagnole et des mouvements anti-monarchie. Très vite, certains journalistes, responsables politiques et supporters ont accusé Adidas de faire passer un message politique caché à travers le maillot. La polémique a pris une telle ampleur que la fédération espagnole a même envisagé de réutiliser l'ancien maillot pour éviter davantage de tensions. Au final, Adidas a dû publier un communiqué pour expliquer que la bande était bleue et pas violette. Le Cap-Vert va disputer la première Coupe du Monde de son histoire, et cette qualification est aussi symbolique pour une autre raison. Le pays possède encore aujourd'hui de très fortes influences portugaises, héritées de la colonisation, avec notamment le portugais comme langue officielle aux côtés du créole capverdien. Résultat, avec le Brésil et le Portugal, cette Coupe du Monde 2026 compte 3 sélections lusophones, une première depuis 2006 où l'Angola s'était qualifié. Lors de la Coupe du Monde 2022, l'Arabie Saoudite a créé l'un des plus gros exploits de l'histoire récente du tournoi. Les Saoudiens avaient battu l'Argentine de Lionel Messi 2-1, et ce qui a suivi était complètement fou. Après la victoire, le roi Salman a décrété un jour férié national dans tout le pays. Les étudiants, les écoles, les employés du secteur public et même une partie du privé ont obtenu une journée de repos pour célébrer l'exploit.
L'Uruguay reste le plus petit pays en population à avoir atteint une finale de Coupe du Monde. Lors du mondial 1930, remporté à domicile, le pays comptait seulement environ 2,2 millions d'habitants. À titre de comparaison, le deuxième plus petit pays à avoir atteint une finale est la Croatie en 2018 avec plus de 4 millions d'habitants. La France possède une particularité unique dans l'histoire du football européen. C'est la seule sélection d'Europe à avoir remporté toutes les grandes compétitions internationales possibles. La Coupe du Monde en 98 et 2018, l'Euro en 84 et 2000, les Jeux Olympiques en 84, la Ligue des Nations en 2021, la Coupe des Confédérations en 2001 et 2003, mais aussi la Finalissima, anciennement appelée Coupe intercontinentale des Nations, en 1985. Aucune autre nation européenne n'a réussi à compléter un palmarès aussi complet. Lors de la Coupe du Monde 2018, le Sénégal a vécu l'une des éliminations les plus cruelles de l'histoire du tournoi. Les Sénégalais terminaient derrière la Colombie à égalité parfaite avec le Japon. Même nombre de points, même différence de buts, même nombre de buts marqués et leur confrontation directe s'était terminée sur un match nul de partout. La FIFA a donc dû utiliser l'avant-dernier critère du règlement, le fair play. Et à ce jeu-là, le Sénégal avait reçu 6 cartons jaunes contre seulement 4 pour le Japon. Résultat, les Japonais se qualifient et le Sénégal devient la première équipe de l'histoire éliminée d'une Coupe du Monde à cause du nombre de cartons reçus. L'Irak va disputer sa première Coupe du Monde depuis 1986, mais les Irakiens ont bien failli ne même pas pouvoir jouer leur barrage qualificatif contre la Bolivie au Mexique. À cause des tensions géopolitiques dans la région et du conflit entre les États-Unis et l'Iran, plusieurs problèmes énormes sont apparus au dernier moment. Espace aérien bloqué, visa manquant pour certains joueurs et membres du staff, et même le sélectionneur coincé au Qatar. La FIFA avait alors proposé une solution complètement absurde, faire plus de 25 heures de route jusqu'en Turquie pour ensuite prendre un avion vers le Mexique. Le sélectionneur irakien avait même demandé un report du match face à cette situation chaotique. Mais finalement, l'Irak a réussi à rejoindre le Mexique et à se qualifier pour la Coupe du Monde. La Norvège possède une statistique assez improbable contre le Brésil. Dans toute son histoire, la sélection norvégienne n'a jamais perdu contre les Brésiliens. Les deux équipes se sont affrontées 4 fois, notamment à la Coupe du Monde 1998, pour 2 victoires norvégiennes et 2 matchs nuls. Résultat, la Norvège fait partie des très rares sélections au monde à avoir un bilan positif contre le Brésil. En Argentine, Diego Maradona est tellement important pour une partie de la population qu'une véritable religion a été créée autour de lui. Elle s'appelle l'Église maradonienne. Le mouvement est né en 1998, le jour des 38 ans de Maradona, et compte aujourd'hui des dizaines de milliers de fidèles dans le monde. Et le plus fou, c'est que cette religion possède quasiment tous les codes d'une vraie. Les supporters ont par exemple leur propre prière appelée le Diego Nuestro, inspiré du Notre Père. Leur calendrier officiel commence en 1960, l'année de naissance de Maradona. Lors des baptêmes maradoniens, les fidèles doivent par exemple marquer un but imaginaire de la main gauche, en référence à la célèbre main de Dieu contre l'Angleterre en 1986. Le principal stade de l'équipe d'Algérie, inauguré en 2023, possède une particularité assez rare. Il porte le nom d'un ancien dirigeant d'un autre pays. Le stade s'appelle en réalité Stade Nelson Mandela. Un hommage à l'ancien président sud-africain, devenu l'une des figures politiques les plus importantes de l'histoire du continent africain. L'Autriche possédait l'une des meilleures équipes du monde dans les années 1930. Mais en 1938, l'Allemagne nazie annexe l'Autriche. Résultat, la sélection autrichienne disparaît temporairement et plusieurs joueurs autrichiens sont forcés d'intégrer l'équipe d'Allemagne pour la Coupe du Monde 1938. Le problème, c'est que le mélange entre joueurs allemands et autrichiens fonctionne très mal, et contre toute attente, l'Allemagne est éliminée dès le premier tour du mondial. L'Autriche, elle, ne participe même pas à la compétition malgré sa qualification initiale. Et après la guerre, il faudra plusieurs années avant que la sélection autrichienne retrouve un vrai niveau international, même si elle réussira ensuite à terminer 3e de la Coupe du Monde 1954. La Jordanie possède une particularité assez étonnante concernant ses sélectionneurs. L'actuel coach de la sélection est le Marocain Djamal Selami, et en réalité, la Jordanie a très rarement été dirigée par des entraîneurs locaux. Sur les 20 derniers sélectionneurs du pays depuis près de 60 ans, seulement 4 étaient jordaniens. Et surtout, la sélection a connu des entraîneurs de 11 nationalités différentes. L'hymne du Portugal cache une histoire assez inattendue. A Portuguesa, chanté aujourd'hui avant les matchs de la sélection, a été créé à la fin du 19e siècle après une énorme crise diplomatique avec le Royaume-Uni.
À l'époque, les Britanniques obligent le Portugal à abandonner une partie de ses ambitions coloniales en Afrique. Le pays le vit comme une humiliation. Et dans les premières versions de l'hymne, certaines paroles étaient même directement hostiles aux Anglais. On pouvait notamment entendre « Contre les Britanniques, marchons, marchons ». Mais plus tard, lorsque le chant devient officiellement l'hymne national du Portugal, toutes les références anti-britanniques sont supprimées. La République démocratique du Congo, qualifiée pour son deuxième mondial, possède une place très importante dans l'histoire du football africain. Parce qu'à l'époque où le pays s'appelait encore le Zaïre, la sélection est devenue, en 1974, la première sélection d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour une Coupe du Monde, dans une époque où très peu de sélections du continent arrivaient encore à se faire une place sur la scène mondiale. L'Italie ne sera pas présente à la Coupe du Monde 2026, mais il y aura quand même des Italiens dans le tournoi, parce que l'Ouzbékistan, qualifié pour la première Coupe du Monde de son histoire, est entraîné par Fabio Cannavaro, Ballon d'Or 2006 et champion du monde avec l'Italie. Et ce n'est pas le seul sélectionneur italien du tournoi. Vincenzo Montella dirigera lui aussi la Turquie pendant cette Coupe du Monde. L'équipe nationale colombienne est surnommée Los Cafeteros, un surnom directement lié au café. La Colombie est l'un des pays les plus célèbres du monde pour sa production de café, notamment grâce à ses montagnes et son climat idéal pour cultiver les grains. Le café colombien est même devenu un symbole international du pays. Résultat, la sélection nationale a hérité du surnom Los Cafeteros, ce qui signifie littéralement les producteurs de café. L'Angleterre possède une particularité assez unique dans le football mondial. C'est le pays qui a inventé les règles modernes du football, mais sa sélection nationale n'a participé à sa première Coupe du Monde qu'en 1950. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, les Anglais considéraient que leur football était largement supérieur au reste du monde. Ils ne rejoindront la FIFA qu'après plusieurs décennies. Résultat, alors que plusieurs Coupes du Monde ont déjà eu lieu, l'Angleterre refuse simplement d'y participer. Au Ghana, le quart de finale de la Coupe du Monde 2010 contre l'Uruguay reste un immense traumatisme national. À la dernière minute de la prolongation, Luis Suarez arrête volontairement un ballon de la main sur sa ligne. Il est expulsé et derrière, le pénalty frappe la barre et le Ghana est éliminé au tir au but. Cette action a transformé Luis Suarez en véritable ennemi pour énormément de supporters à travers le monde, surtout en Afrique. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'avec la VAR actuelle, Suarez n'aurait même pas été expulsé. Parce qu'en revoyant l'action complète, on remarque qu'avant la tête ghanéenne, un joueur du Ghana était en réalité en position de hors-jeu. Aujourd'hui, le penalty n'aurait jamais été accordé et la fameuse main de Suarez n'aurait probablement même pas compté dans l'histoire du football. Le célèbre maillot à damier rouge et blanc de la Croatie vient directement d'un ancien symbole historique du pays. On retrouve ces carreaux rouges et blancs sur le blason de la Croatie depuis plusieurs siècles, bien avant même la création de l'équipe nationale de football. Ce symbole est devenu avec le temps l'un des emblèmes les plus importants du pays et représente l'identité croate. Résultat, quand la Croatie devient indépendante dans les années 90 et crée sa propre sélection nationale, elle décide d'utiliser directement ce damier historique sur son maillot. Et aujourd'hui, c'est devenu l'un des maillots les plus reconnaissables du football mondial. Le Panama possède l'un des surnoms les plus originaux du football international. La sélection est surnommée Los Canaleros, un nom directement inspiré du canal de Panama, l'un des passages maritimes les plus célèbres du monde. Le canal est tellement important pour l'histoire et l'économie du pays qu'il est devenu une partie entière de l'identité nationale. Voilà, on a fait le tour des 48 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 et d'une anecdote pour chacune d'entre elles. Dis-moi en commentaire celle qui t'a le plus marqué et si tu en as d'autres, n'hésite pas à les partager aussi. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est rapide et ça soutient énormément une chaîne comme moi à grandir. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.